On est dans les 11h02. Allez, on va démarrer, ce webinaire, donc qui va porter aujourd'hui sur, la prévention des accidents du travail. Alors ce qu'on vous propose, avant de démarrer, c'est si vous avez des questions, vous les notez dans le chat et ensuite on répondra à toutes les questions à la fin du diaporama pour, des questions pratiques. Voilà, on va commencer par les présentations. Donc, moi, je m'appelle Christine Rocher, je suis infirmière de santé au travail, plus précisément basée au centre de Bourges. Et moi, je suis Alexandra Raffetin, je suis également infirmière de santé au travail et je suis plutôt située sur le secteur d'Aubigny-sur-Mer. Donc la PST 18, c'est le service de santé au travail, du Cher. On se répartit, il y a sur 7 centres de visite sur l'ensemble du département. Le centre de visite principal, le plus important, c'est Bourges, mais c'est, il y a des centres un petit peu partout sur le territoire pour être au plus près des entreprises et des salariés. Donc au 31 décembre, de l'année dernière, l'effectif, suivi, était de 63 350 salariés, ce qui représentait 6 353 entreprises différentes et vous voyez que ces entreprises sont majoritairement des petites entreprises de moins de 10 salariés. Les missions de notre service de santé au travail sont, des actions de promotion de la santé, qui s'articule autour de la surveillance de l'état de santé des travailleurs. On a aussi une mission sur, la traçabilité des données médicales, des données en santé au travail, et la veille sanitaire. Nous menons aussi des actions en santé au travail dans les entreprises, auprès desquelles nous aidons à évaluer, les risques professionnels et à les prévenir. Et donc, nous avons à ce titre une mission, pardon, de conseil et d'accompagnement à la fois des employeurs et des salariés. Alors, pour mener ces actions, le service est organisé en équipes pluridisciplinaires. Chaque équipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité d'un médecin du travail qui collabore avec des infirmiers, des assistants médicaux, des intervenants en prévention, des risques professionnels. Ça, c'est l'équipe pluridisciplinaire, dans sa, restreinte, et on peut s'appuyer sur, des spécialistes comme la psychologue, la toxicologue, les nutritionnistes, ou des économistes de la santé. Le but des équipes pluridisciplinaires étant bien sûr la surveillance, de la santé au travail des salariés. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de la prévention des accidents du travail. Donc notre présentation va se découper en 2 parties, distinctes. En première partie, on va voir plutôt ce qui est, relatif au cadre juridique, à la réglementation et à la partie administrative de la gestion des accidents du travail. Et dans un deuxième temps, nous viendrons sur la prévention des accidents du travail, l'analyse des accidents du travail pour les prévenir. Donc,
La notion d'accident du travail est définie dans le code de la sécurité sociale, donc c'est un texte de loi qui le définit, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quel titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc, pour qu'il y ait accident du travail, 2 conditions doivent être remplies. Il faut qu'il y ait un fait ayant entraîné une lésion immédiate ou différée. Et il faut aussi que cet accident survienne à l'occasion ou par le fait du travail. Si ces conditions sont réunies, tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé accident du travail. C'est ce qu'on appelle la notion d'imputabilité. Ça veut dire que quand les conditions sont réunies, la victime n'a pas à apporter la preuve d'une relation entre son travail et son accident. C'est survenu pendant et sur le lieu du travail, c'est présumé accident du travail. En revanche, pour écarter cette présomption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Donc, c'est un système de réparation qui protège à la fois le salarié et l'employeur. Le salarié n'a pas à apporter la preuve de l'accident, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'y a pas de relation entre le fait et l'accident du travail. Alors, quand je dis que c'est un système de réparation qui protège le salarié, c'est-à-dire que automatiquement, quand les conditions sont réunies, le salarié va être pris en charge et indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie. Mais ça protège aussi l'employeur, c'est qu'à partir du moment où on est dans le cadre juridique de cet accident du travail, on va dire que toutes les sommes sont prévues d'avance. Si vous voulez, c'est la sécurité sociale qui fait l'intermédiaire entre le salarié, qui joue le rôle d'assureur entre le salarié et son employeur. Et à ce titre, le salarié accidenté, la victime, ne peut pas se retourner contre son employeur pour obtenir réparation du préjudice, obtenir des indemnités de préjudice. Alors, c'est vrai pour la plupart des accidents du travail, sauf cas exceptionnels où il y a des notions de faute intentionnelle de l'employeur. Mais dans la majorité des cas, on va dire tout est prévu à l'avance par cette notion d'imputabilité. Alors, pour ce qui concerne les procédures de reconnaissance, lors d'un accident du travail, sur le lieu et pendant le temps de travail, le salarié doit informer son employeur dans les 24 heures qui suivent cet accident, en lui précisant le lieu, les circonstances de l'accident, s'il y a des témoins, etc. La déclaration au service de la CARSAT est obligatoire et elle est de la responsabilité de l'employeur, et cela dans les 48 heures qui suivent la connaissance de l'accident du travail par l'employeur. À la suite de cette déclaration, le travailleur va recevoir de son employeur la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et c'est cette feuille qui servira aux salariés lors des consultations ou lors de soins auprès des professionnels de santé. Alors, juste pour mémoire, ce qu'on appelle feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle, voilà, c'est celle-là que vous remettez au salarié accidenté, qui va reprendre donc les notions de l'accident et qui, en deuxième page, voilà, servira à récapituler les soins et les fournitures. J'ai perdu mon webinaire. Hop, Alex, c'est à toi.
Dans les plus brefs délais après l'accident, le travailleur doit faire constater son état de santé par un médecin. Le médecin va établir un certificat médical initial qui indique avec précision les types de lésions, les symptômes, leur localisation, ainsi que la durée de l'arrêt de travail ou du traitement suivi. Attention, un accident de travail n'est pas nécessairement suivi d'un arrêt de travail. Dans certains cas, le certificat médical initial peut être suivi de certificat de prolongation de l'arrêt de travail ou des soins. La sécurité sociale, elle dispose de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident du travail. La prise en charge des soins. Eh bien, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, tous les soins médicaux, chirurgicaux, de rééducation qui sont liés à l'accident de travail vont être intégralement remboursés. Après reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le travailleur peut percevoir des indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Après l'arrêt de travail, le médecin traitant établit un certificat médical final de guérison ou un certificat médical final de consolidation. S'il peut y avoir des séquelles ou des rechutes, dans ce cas-là, c'est un certificat final de consolidation. Le médecin conseil, lui, va évaluer les séquelles en fonction d'un barème et la sécurité sociale déterminera un taux d'incapacité permanente. En fonction de ce taux, le salarié peut bénéficier d'une indemnisation qui peut être soit sous la forme d'un capital si le taux d'incapacité permanente il est inférieur à 10%, soit sous la forme d'une rente viagère si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 10%. En cas de rechute, donc s'il y a aggravation de la lésion initiale ou s'il y a de nouvelles lésions qui résultent de l'accident de travail, le médecin traitant doit établir un certificat médical de rechute au titre de l'accident de travail initial ou de la maladie professionnelle. Et si la rechute elle est reconnue par la sécurité sociale, le salarié pourra être indemnisé de la même façon que lors de la première période de soins. Au terme de cette période de rechute, eh bien, à nouveau, le médecin doit établir un certificat médical final qui fixe la date de guérison ou de consolidation et le médecin conseil pourra réviser le taux d'incapacité permanente. Alors, comme des fois, c'est un peu compliqué, tous ces documents, l'administratif, etc., la CARSAT Bretagne a diffusé un guide à destination des salariés qui reprend les différentes étapes concernant la déclaration, les indemnisations, etc. Alors, c'est un guide qui est à l'attention des salariés, mais qui peut servir aussi pour vous, employeurs, pour pouvoir aider et guider vos salariés dans toutes ces démarches. Vous pourrez retrouver le lien sur le PowerPoint. Le compte employeur et la tarification. Eh bien, une fois par an, la branche prévention de la CARSAT, elle établit pour chaque établissement le compte employeur qui totalise l'ensemble des frais avancés par la sécurité sociale pour l'accident de travail, concernant les consultations, les frais pharmaceutiques, s'il y a eu du kiné, les indemnités journalières, etc. Ce montant est rapporté à la masse salariale qui sert de base au calcul de la taxe accident de travail qui est payée par les entreprises. Cette taxe est une charge sociale patronale exclusivement. Il existe 3 taux différents selon la taille de l'entreprise. Le taux individuel pour les entreprises de plus de 300 salariés, le taux mixte pour les salariés de 50 à 299 salariés et un taux collectif pour les entreprises de moins de 50 salariés qui correspond à un taux de branche. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous ferez de la prévention, moins vous aurez d'accidents de travail, plus il y aura une baisse sur votre taux accident de travail. Alors, dans un deuxième temps, donc on va s'intéresser à la prévention des accidents du travail, puisque si on les prévient, ils n'arrivent pas et mécaniquement, on baisse la taxe accident du travail.
il faut avoir en tête que l'accident du travail n'est pas une fatalité. On a coutume de dire que tous les accidents du travail peuvent être évités. Cette analyse des accidents du travail, c'est une pratique complémentaire à l'évaluation des risques, qui est pratiquée quand on rédige le document unique. Elle permet d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et d'éviter un nouvel accident. Il existe 2 types d'analyse des accidents du travail. La plus simple, c'est l'analyse quantitative, où on va faire une analyse plutôt sur des documents et des chiffres. L'autre étant l'analyse qualitative qui va s'intéresser aux faits qui ont concouru à l'accident. Alors, pour l'analyse quantitative, il y a 3 indicateurs qui sont couramment utilisés. Quand on dit couramment utilisés, c'est ceux qui sont utilisés pour la CARSAT pour comparer les branches professionnelles, les entreprises entre elles, etc. La CARSAT calcule pour toutes les entreprises les taux de fréquence et les taux de gravité. Le taux de fréquence, c'est le nombre d'accidents du travail rapporté au nombre d'heures travaillées. L'indice de fréquence, c'est le nombre d'accidents du travail avec arrêt rapporté au nombre de salariés. Et le taux de gravité, c'est le nombre de jours d'arrêt rapporté au nombre d'heures travaillées. Donc, l'assurance maladie compile toutes ces données qui lui sont remontées par les entreprises, par l'intermédiaire du compte employeur. Et donc, vous avez un site qui est celui-là, où par code APE et code NAF, tous les secteurs d'activité sont représentés. Toutes les statistiques sur les accidents du travail sont sur ce site. Ça peut permettre, par exemple, de se comparer à une autre entreprise de la même taille, une autre entreprise de la même branche professionnelle, ou de la même région, ou d'une autre région. On verra dans une autre diapo ce que donnent les statistiques produites par ce site. Donc, au-delà de ces 3 indicateurs conventionnels, on peut faire une analyse quantitative un petit peu plus fine. Donc, pour apporter des précisions, on peut répartir le nombre des accidents de travail en fonction du poste, de la victime, de son âge, de son ancienneté, de son type de contrat. On peut faire des statistiques sur la nature des lésions, sur le type d'accident, sur le siège des lésions et sur le lieu de survenance. Donc, comme je vous le disais, voilà. Si ça veut marcher, oui, voilà. Voilà ce qu'on peut retirer du site de l'assurance maladie qui traite des accidents du travail. Vous avez mis cette fiche pour vous montrer quel type d'analyse vous pouviez faire de vos propres accidents du travail. Donc, par exemple, ici, l'évolution au cours des années. Donc, on a pris la branche professionnelle construction, maçonnerie générale et gros œuvres du bâtiment sur la France entière. Voilà, donc en fonction du nombre des années, et on voit que 2020, en 2020, on a eu un petit peu moins d'accidents, enfin vraiment moins d'accidents à cause des confinements et du Covid. Voilà, on peut répartir ces accidents, les étudier en fonction de l'âge, en fonction du statut de la victime, CDI, CDD, intérimaire, etc. On peut les répartir suivant l'origine de l'accident, suivant le siège de lésion ou la nature des lésions. Ici, vous avez une répartition
des accidents en fonction des établissements et des régions, en fonction de la taille de l'établissement, etc. Les fiches suivantes, c'est plutôt des tableaux un petit peu plus précis. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun peut faire l'analyse qui lui paraît la plus pertinente. Donc, à côté de l'analyse quantitative, il y a l'analyse qualitative. L'analyse qualitative va, elle, plus s'intéresser aux faits qui ont concouru à la survenue de l'accident. Donc, pour faire une analyse qualitative, il est important de créer un groupe de travail. Donc, dans ce groupe de travail, s'il y a des représentants du personnel, il faudrait au moins en inclure un dans le groupe de travail, hein, puisque les représentants du personnel ont des missions en prévention des risques professionnels. Alors, au-delà du représentant, dans le groupe de travail, on va avoir le responsable hiérarchique de la victime si c'est possible, le témoin ou le secouriste qui a prodigué les premiers soins. Il peut y avoir le chargé de sécurité, il peut y avoir un représentant RH. Après, chacun crée le groupe de travail qui lui convient le mieux pour analyser l'accident. Le but de l'émission de ce groupe de travail, c'est de recueillir les faits le plus tôt possible après la survenue de l'accident pour éviter les pertes d'informations, les interprétations et la déformation des faits. Alors, pour déterminer ces faits, il existe plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est la technique du questionnement. Alors, il y en a différentes méthodes. Il y a par exemple la méthode des 5 pourquoi ou la méthode du QQOQCP. QQOQCP pour qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Donc, ce sont des méthodes dont le but est d'essayer de ne rien oublier. Une autre méthode possible, c'est la représentation graphique, par exemple le diagramme d'Ishikawa. Et celle qu'on va vous proposer, c'est une méthode intégrative qui allie à la fois du questionnement et de la représentation graphique. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'arbre des causes. C'est une méthode très ancienne qui a fait ses preuves, qui a pour but de rechercher des faits qui ont concouru à la survenue de l'accident pour mettre en lumière des causes à la fois techniques, organisationnelles et managériales. Alors, les principes de la méthode de cet arbre des causes, c'est de s'appuyer sur le développement d'une compréhension objective du processus de l'accident et non pas de rechercher des responsabilités. Le groupe de travail n'a pas pour but de faire le procès ni de la victime, ni des autres, ni du témoin, ni de quoi que ce soit. C'est vraiment pour chercher à comprendre le processus de l'accident. Donc, mettre en évidence des faits et pas des interprétations et des jugements de valeur. Ça permet de prendre en compte des faits le plus en amont possible de la genèse de l'accident. Et l'un des principes, c'est de respecter une succession d'étapes, notamment celle du recueil des données, de la construction de l'arbre des causes et de la proposition du plan d'action. Donc, cette méthode utilise un cadre d'observation simplifié de la situation de travail, qu'on appelle ITMAMI.
Donc, I pour individu, on va rechercher tout ce qui concerne l'individu, donc la victime, les personnes autour, les agents, les travailleurs, les salariés, tout ce qui est de l'ordre de l'individu. Ensuite, on va observer la tâche ou l'activité, c'est-à-dire le travail réel. Quelles sont les actions et les opérations qui ont concouru à la production de l'accident? Ensuite, on va regarder le matériel utilisé, que ce soit des moyens technologiques, des outils, les matières, les matériaux, les produits. Et enfin, observer le milieu dans lequel s'est déroulé l'événement, les espaces de travail, l'environnement physique, mais aussi l'environnement psychosocial. Alors, pour reprendre un petit peu, l'étape numéro 1, ça va être le recueil des faits. Donc, les informations vont être recueillies en observant, comme l'a dit précédemment Christine, l'environnement de travail. Les informations vont être recueillies aussi en s'entretenant avec la victime, les témoins, l'encadrement, les collègues. Et toutes ces informations doivent être collectées le plus tôt possible après la survenue de l'accident et si possible sur le lieu de l'accident. Attention toutefois, quand il y a un accident de travail, la priorité est le secours à la victime. Il peut arriver qu'on ait tendance à vouloir avoir tellement nos informations vite, qu'on en oublie que la victime elle est en train d'être soignée ou qu'elle aurait besoin d'être soignée. Pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait entre un fait et ce qui n'est pas un fait, eh bien, un fait, c'est une information, un état, une action. Il est observable et ou vérifiable, qualifiable ou quantifiable, et ce n'est ni une interprétation, ni une opinion, un jugement, etc. Vous avez mis un petit tableau pour la suite pour faire la différence entre des interprétations et des faits. Donc, l'interprétation, c'est que il y avait absence de garde-corps. Si on prend le fait qui va être retenu et pertinent, c'est que le salarié travaillait en bordure du vide. L'interprétation, ça va être de dire qu'il ne portait pas ses chaussures de sécurité. Les faits qu'on va retenir, c'est qu'il travaillait en basket. Il ne faisait pas attention, c'est de l'opinion. Il parlait avec un collègue, ça va être un fait qu'on va pouvoir retenir. Il roulait trop vite, plutôt une interprétation. Le fait qu'on va retenir, ça va être il roulait à 30 km/h. Pour que ce soit un petit peu plus simple, on va prendre un exemple. Donc, l'exemple qu'on vous a pris, c'est le système d'aération est tombé en panne dans le local. Du gaz s'est accumulé à cause de la panne et faute d'aération. Et comme le dépanneur est intervenu sans appareil respiratoire, il a respiré du gaz et il a été intoxiqué. On va déjà pouvoir extraire de cet exemple 5 faits. Le système d'aération était en panne. Il y avait une accumulation de gaz dans le local. Il est intervenu bouche nue. Il a respiré du gaz. Il a été intoxiqué. La construction de l'arbre des causes, donc c'est donc une représentation graphique de l'enchaînement logique des faits qui ont conduit à la blessure. Sa construction doit s'appuyer sur des règles. Donc, premièrement, on part du dommage ou du fait ultime et les faits vont être positionnés les uns par rapport aux autres compte tenu des informations qui ont été recueillies. À chaque fois, on se pose la question, qu'a-t-il fallu pour que ceci se passe? Est-ce que cela était nécessaire à lui seul pour que ceci se passe? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il a fallu autre chose? Les faits, on va les relier entre eux par des liens logiques et les faits retenus sont ceux nécessaires pour que le dommage se produise. Toujours pour essayer de clarifier les choses, on va construire ensemble donc un arbre des causes. Notre fait ultime, c'est que notre salarié a été intoxiqué. Ici, on va se poser donc la question, qu'a-t-il fallu pour qu'il soit intoxiqué? Il a respiré du gaz. Est-ce que c'est suffisant pour qu'il soit intoxiqué? Oui. Donc, il a respiré du gaz, mais qu'a-t-il fallu pour qu'il respire du gaz? Il y avait une accumulation de gaz dans le local. Est-ce suffisant? Non, il est aussi intervenu bouche nue. Ici, on a 2 faits par rapport au fait qu'il ait respiré du gaz. Qu'a-t-il fallu pour qu'il y ait une accumulation de gaz dans le local?
eh bien, le système d'aération était en panne. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Pour en revenir à notre fait, il est intervenu bouche nue. Il faut aussi qu'on se pose la question, qu'a-t-il fallu pour qu'il intervienne bouche nue? Là, on n'a pas de fait, on ne peut pas trouver la cause du fait qu'il soit intervenu bouche nue. Donc, on s'arrête là. Quand on ne peut plus répondre à la question, on part du principe qu'on est arrivé au bout. Il va falloir ensuite passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a construit donc notre arbre des causes, on va mettre en place des mesures de prévention. Donc, pour chaque fait, il faut qu'on recherche des moyens de les supprimer. Il n'y a aucune proposition qui doit être rejetée dans un premier temps, en tout cas. Il suffit de supprimer un seul fait pour que l'accident ne se produise pas. On va avoir des critères de choix pour nos mesures de prévention et à chaque fois, on va se poser la question, est-ce que la mesure de prévention elle est conforme à la législation? Est-ce qu'elle est stable dans le temps? Est-ce qu'elle est facilement intégrable dans le travail et dans le quotidien? Est-ce qu'elle n'entraîne pas le déplacement du risque ou l'apparition d'un nouveau risque? Quelle est la portée de cette mesure? Est-ce qu'elle permet d'agir sur des causes qui sont plus profondes? Et quels vont être les délais d'application de cette mesure? On va donc définir les actions de prévention à réaliser en les formalisant dans un plan d'action corrective et préventive. On va regarder la faisabilité en termes de moyens financiers, humains et techniques. Les actions qui vont être retenues vont avoir en face un délai de mise en place, un responsable qui va être responsable de la mise en place des mesures. On va suivre et vérifier la mise en place de nos mesures qui ont été retenues, ainsi que leur pertinence. Et la mise en place des mesures de prévention vont pouvoir être mises sur d'autres situations de travail en dehors de celles concernées par l'accident de travail. S'il y a des actions ou des situations de travail qui sont similaires et qui pourraient aussi être concernées par le même type d'accident de travail, on va dupliquer les actions sur les autres situations. Alors, pour en revenir à notre arbre des causes et à nos mesures de prévention, donc le fait ultime, il a été intoxiqué. Notre mesure de prévention, on va essayer de remplacer le gaz par un gaz non toxique. Il a respiré du gaz. Mesure de prévention, on va former et sensibiliser l'agent au risque et au respect des procédures et des consignes de sécurité. Concernant l'accumulation de gaz dans le local, ben là, on va élaborer une procédure d'intervention en cas de panne et des consignes de sécurité. Il est intervenu bouche nue. Alors, à ce moment-là, on va mettre à disposition des équipements de protection individuelle si ce n'était pas le cas. Et le système d'aération était en panne. On va prévoir un plan de maintenance régulier du système d'aération et on va mettre en place un système de détection en cas de panne et de fuite. En conclusion, l'analyse des accidents de travail doit contribuer à mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce que les causes, elles avaient été identifiées dans votre DURP? Si oui, comment ça se fait que l'accident est survenu? Sinon, il va falloir prendre en compte tout ça et les inclure, mettre à jour votre document unique. L'arbre des causes, c'est une méthode qui peut s'appliquer à n'importe quelle analyse des risques ou des incidents. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. On va reprendre un peu le chat et les questions qui avaient été posées. Hop. Alors, bonjour. Qu'entendez-vous par rechute, un nouvel accident de travail ou un nouvel accident de travail? Alors, une rechute, quand on parle de rechute, c'est si on pense que l'accident de travail peut être guéri, ou en tout cas qu'on a solutionné la pathologie qui en résulte, et que, on se rend compte que finalement, il y a à nouveau des problématiques de santé qui découlent de l'accident de travail initial. Est-ce qu'il y a un délai de prescription sur les séquelles suite à un accident de travail ou de trajet?
Alors, un délai de prescription. J'imagine que c'est par rapport à la prise en charge, s'il y a des séquelles ou s'il y a une rechute, j'imagine que c'est pour ça. Alors, Ouais. vas-y Christine. Ouais. En fait, Mais c'est par rapport à la prise en charge. par rapport à la prise en charge, quand l'accident du travail est terminé, le médecin traitant établit le certificat final. Soit il établit un certificat final de guérison, c'est-à-dire qu'il estime qu'il y a un retour à l'état antérieur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de séquelles. Soit il établit un certificat médical de consolidation sur lesquels il va noter les séquelles qu'il observe. Ce certificat médical est ensuite traité par le médecin conseil de la sécurité sociale qui, lui, va retenir ou pas les séquelles proposées par le médecin traitant. Alors, soit il le fait sur dossier, soit il convoque le salarié, enfin l'assuré pour un examen médical. Et c'est lui, au final, qui détermine les séquelles relatives à cet accident du travail. Une fois qu'elles sont fixées, ces séquelles, il ne peut plus rien avoir d'autre derrière. Si par la suite, l'état de santé du salarié évolue défavorablement, à ce moment-là, son médecin va déclarer une rechute. Si il observe que les pathologies, les blessures peuvent être mises en relation avec l'accident de travail initial. Là, on sera dans le cas d'une procédure de rechute. Il faudra réouvrir un dossier de rechute. Et comme on vous l'a expliqué, de nouveau, on sera avec un certificat médical initial où le médecin traitant va décrire l'état de santé du salarié et après on est sur le même processus. Il y a ou pas arrêt de travail, il y a ou pas, enfin plutôt dans le cas d'une rechute, des soins complémentaires, des examens complémentaires. Quand on arrive au bout du processus, c'est-à-dire que l'état de santé n'évolue plus, de nouveau, on regarde, est-ce qu'on consolide? Si oui, avec des séquelles, quelles sont les séquelles? Même processus. On propose des séquelles, c'est le médecin conseil qui les détermine et elles sont figées. On ne peut pas en rajouter comme ça. Alors, la question, c'était sur le délai. Et alors, tu m'arrêtes si je me trompe, Ouais. Christine, mais il me semble qu'il n'y a pas de délai Non. de prise en charge. On peut avoir un accident là en 2023 avec des séquelles qui sont déclarées et faire une rechute en 2038 Ouais, tout à fait. et on rouvrira le dossier d'accident de travail. Il n'y a pas de délai si le dossier a été bien fait, voilà, avec les certificats médicaux qui vont bien. Parce que quelquefois, les gens ne retournent pas chez leur médecin traitant à la fin de l'accident du travail. Et s'il n'y a pas ce certificat médical initial, il n'y a plus de possibilité de déclarer pardon, s'il n'y a pas le certificat médical final, il n'y a pas de possibilité de déclarer des séquelles ultérieures. Alors, une autre question. Bonjour, si un agent fait un AVC ou un malaise cardiaque sur son lieu de travail, est-il imputable d'office au service? Oui. On va séparer la question. Ouais. Donc oui, il est bien imputable d'office au service. Mm. C'est ce que Christine vous a expliqué en début de webinaire. C'est la notion d'imputabilité. Comment savoir si le malaise est lié à son travail? Le simple fait qu'il soit survenu sur son lieu de travail suffit. Oui. Et puis, comment savoir si le malaise est lié à son travail? Alors après, en tant qu'employeur, c'est pas vous qui définirez si effectivement le malaise est lié à son travail. C'est ensuite la CARSAT qui mènera, entre guillemets, son enquête. Mm. Bien souvent, la CARSAT envoie un questionnaire aux salariés, aux témoins s'il y a eu des témoins déclarés, à l'employeur pour justement pouvoir définir si effectivement c'est bien par le fait du travail que cet accident a eu lieu. Mais oui,
je complète ton propos, Alexandra. Effectivement, à partir du moment où ça survient sur le lieu et au temps du travail, c'est considéré comme un accident du travail. Et comme pour tout le reste, c'est normalement à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'y a pas de lien entre le travail et l'accident. Alors sur le sujet du malaise cardiaque, c'est un petit peu plus compliqué. Dans ces cas-là, il y a effectivement une enquête de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle a connaissance de l'antériorité de l'état de santé du salarié et elle peut faire la part des choses. Tac, tac, tac. Bonjour, le certificat final établi par le médecin n'est pas obligatoire. Donc le certificat, oui, c'est ce qu'on vous disait, il y a des salariés qui ne vont pas forcément voir leur médecin traitant à la fin de l'arrêt de travail ou pour pouvoir avoir le certificat final. Dans le cas où il n'est pas obligatoire, comment savoir si un salarié peut vraiment reprendre son poste? Alors, si votre salarié il a été arrêté plus de 60 jours, vous avez de toute façon l'obligation de demander la visite de reprise auprès du service de santé au travail. Et là, c'est le médecin du travail qui définira si oui ou non le salarié est apte à reprendre son travail. Vous pouvez aussi, en cas de doute, demander une visite à votre demande à vous, demande employeur, auprès du médecin du travail, pour que le médecin du travail puisse recevoir votre salarié et vous assurer qu'il soit en capacité de reprendre son poste de travail. J'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois une autre qu'on a loupée. En cas de rechute, l'employeur a-t-il un document à délivrer au salarié pour qu'il puisse aller voir le médecin et que celui-ci fasse un certificat de rechute? Non, l'employeur ne délivre rien dans ces cas-là. Le salarié va aller voir son médecin traitant et le médecin traitant, enfin en lui disant qu'il pense que ça a un rapport avec un accident de travail antérieur. Le médecin traitant va faire ce fameux certificat médical de rechute qui va partir à la sécurité sociale. Si le médecin conseil de la sécurité sociale décide de rattacher ces nouvelles pathologies à l'accident antérieur, c'est la sécurité sociale qui envoie directement la feuille de soins à son assuré. L'employeur ne le délivre qu'une seule fois au moment de la survenue de l'accident du travail. Même, ça arrive, les accidents durent relativement longtemps, il y a beaucoup de soins, et cetera et la fiche est complète. C'est la sécurité sociale qui renvoie, qui renouvelle la fiche quand la première est complète. L'employeur ne la délivre qu'une seule fois. Bonjour, lorsque le salarié n'est pas en arrêt mais a des soins, doit-il toujours fournir un certificat de prolongation de soins? Oui, Oui. réponse. Oui. Bonjour, En fait, oui. je vais compléter. En fait, c'est ce qui le protège. Dire que tant qu'il est en soins, ça veut dire que son état de santé est susceptible d'évoluer. Donc, est-ce qu'il va aller vers la guérison? C'est ce qu'on lui souhaite et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de certificat derrière, bah, ma foi, de toute façon, quand la sécurité sociale n'a plus de certificat de soins et n'a pas le certificat final d'autorité, elle conclut à la guérison. Donc si les certificats de soins, logiquement, doivent se succéder jusqu'au certificat médical final, soit de guérison, soit de consolidation. Alors n'hésitez pas à prévenir vos salariés en disant: «J'ai un certificat de soins jusqu'à telle date, n'oublie pas, soit d'aller faire le certificat final, soit une prolongation des soins». Oui, Oui, exact. La dernière question.
Oui, je me suis rendu compte, j'ai dit 60 jours, je crois, tout à l'heure. Suite à un accident de travail, la visite à la médecine du travail n'est pas au bout de 30 jours d'arrêt. Si, c'est bien ça. Et je crois que je vous ai dit 60 jours, mais c'est une erreur de ma part. C'est bien 30 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? La déclaration de l'accident peut se faire sur netentreprise.fr. Oui. Sur le site, a-t-on la possibilité d'imprimer la feuille de soins? Oui, tout à fait. Bien. Pas d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à contacter le service si vous voulez davantage d'informations, si vous voulez plus de précision. Je pense que vous pouvez avoir oui, Nina avait répondu que le PowerPoint de présentation. Et puis, on verra si vous êtes intéressé par ce fameux guide des accidents du travail là, qui est édité par la CARSAT. On va voir comment on peut vous le mettre également à disposition. On vous remercie pour votre attention. Ne partez pas sans avoir répondu au questionnaire de satisfaction. Ça nous aide à nous améliorer. Le questionnaire de satisfaction, il est disponible dans les petites bulles là, de conversation. Nina Villa, vous envoyez un lien par les bulles de conversation pour pouvoir avoir accès à ce questionnaire. Prochain webinaire le 13 décembre à 15 h qui portera sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Le questionnaire, il nous demande une autorisation, alors que d'habitude, on y accède directement, ce que je vous ai mis dans le chat. Et a priori, je ne suis pas le seul à ne pas y accéder. Ah. Donc, on ne va pas pouvoir vous le remplir. On transfère la problématique à Nina. Pas de souci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir.